put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Babe, I got you, babe. I got Et bonjour à toutes et à tous. Attendez, il faut que je fasse mon intro, les amis. Du calme, Corentin. On t'a rajouté, mais c'est pas pour foutre le bordel. Vous êtes sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios, et vous n'êtes pas sur le congrès de Futurologie, une émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du Festival des Intergalactiques, mais vous êtes sur la crypte sonore numéro 4, une émission de Blue Blooks. Et il y a du beau monde. J'étais tout seul la semaine dernière à Radio Canu, donc j'étais en train de passer mes petites musiques, etc. En mode bon, bah voilà, seul au monde, mais pas ce soir. C'est incroyable, ce soir, on est beaucoup plus nombreux, puisque nous avons donc le chef, le programmateur de cette émission, Maxime Vatopoulos. Oui, tu me mets sur un piédestal bien trop. Bah, je te mets en avant, c'est normal. Oui, effectivement. Et donc, on a l'honneur d'accueillir aujourd'hui du coup Quentin et Corentin, qui font tous deux partie de l'équipe de programmation également du Festival des Intergalactiques. Sur toute la programme d'une manière générale. Coco, c'était pas prévu, il est arrivé pour dire bonjour, au final il dit je suis chaud de venir, ouais, c'est moi l'enfant surprise. donc super. On est fiers celle-là. Et du coup aujourd'hui nous allons parler d'un jeu vidéo qui nous a beaucoup touché tous les trois et qui a touché beaucoup de monde, qui s'appelle The Witcher 3, du coup, qui est développé par CD Projekt Red, qui est inspiré directement du roman de Andrew Sapkowski. J'espère que je prononce bien. Andrzej Sapkowski. Ok, d'accord. Désolé. Et donc c'est un jeu qui a très très bien fonctionné, qui a gagné notamment le prix de la meilleure musique aux Game Awards de son année. Et donc je trouvais ça assez pertinent et intéressant d'en parler dans cette émission, parce que c'est quand même une original soundtrack qui est assez singulière et très chouette. Donc pour parler vite fait de The Witcher, on peut s'écouter déjà la petite introduction. Qui est en cours exactement, mais qui apparemment ne fait plus de son depuis... Ah, c'est bon. J'avais ça, mais au bout de 40 secondes, il n'y a plus de son. Oui, c'est normal. Ah, ok, d'accord. Donc voilà, donc comme on l'a pu entendre avec cette petite musique qui fait partie du coup du jeu, donc qui a été composée, toute l'original soundtrack a été composée du coup par Marcin Pribilovic et Mirolai Stroinski. Donc comme on peut le deviner, on est dans une ambiance assez fantaisiste avec des influences très médiévales. Surtout au niveau de tout ce qui est celte un petit peu, Europe du Nord, etc. Donc du coup ça on va en parler. C'est surtout toi qui vas en parler. C'est ta partie ça, Quentin. Et on va parler du coup un petit peu, je pense une des choses importantes avant d'écouter d'autres choses de l'OST, c'est le groupe avec lequel a travaillé du coup l'un des compositeurs et dont il en fait partie, c'est ça ? Ouais, je sais plus quoi il joue. Mais il est dedans depuis quelques années, ouais. D'accord. Et donc ça c'est le groupe Percival. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Percival, Quentin ? Alors j'ai pas grand chose à en dire. C'est un groupe polonais de plutôt musique pagane, mais proche des sphères de métal. Et le groupe a été créé il y a un peu moins d'une dizaine d'années sous le nom de Percival Schottenbach. Qui est un personnage, qui est un gnome de l'univers de The Witcher que tu croises plutôt dans les bouquins. D'accord, ok. Voilà, donc c'est vraiment un groupe passionné par l'histoire, donc notamment du monde slave et de l'Europe en général, mais il est aussi extrêmement influencé par la fantasy et particulièrement par les œuvres de The Witcher. D'accord. Qui, quand même, qui a quand même une place culturelle importante en Pologne. Oui. Voilà, ça a mis un rayonnement assez puissant
sur la Pologne grâce à ses écrits, quoi. D'accord. Et on en avait déjà un petit peu parlé aussi avant, et il y avait un petit peu tout ce truc d'inspiration autour des légendes arthuriennes. Ouais, bah, c'est ce que j'entends par légende européenne. Donc ça compte tout ce qui est légende celte. Ils ont pioché donc dans les légendes arthuriennes. Typiquement dans le livre, il y a des références directes à ça, ou des choses qui sont très proches. Tout ce qui n'est pas chrétien en fait. Tu comprends aussi le folklore écossais, irlandais, nordique, et ça tire même jusqu'à la Russie et un peu le Caucase, toute cette partie-là. Voilà. Ok, d'accord. Et oui, en fait, autant du coup l'auteur des bouquins, les créateurs de l'univers de The Witcher que Percival, du coup, puisent à peu près, enfin, dans ces influences-là, tous deux. Et je pense c'est pour ça que ça marche aussi bien au final. Dans la musique de The Witcher, en tout cas, je trouve que, je sais pas ce que vous en avez pensé en y jouant, par exemple toi Coco, mais la musique, elle est, on sent qu'elle est vraiment ancrée dans ce monde-là, et elle semble pas du tout différente par rapport à ce qu'il y a, au contraire même. Ouais, bah elle est vachement pertinente, même ne serait-ce dans le ton qu'elle a en fait, l'histoire qui est assez, enfin qui est même, le monde est très mature. Assez très dur, poétique aussi, très poétique, mais il y a un côté très mélancolique aussi, un peu, parce qu'on est, enfin en tout cas dans le 3 on est dans on est dans la quête de retrouver quelqu'un qu'on a perdu, donc en fait il y a un truc un peu, et puis le monde est dur, tu croises plein de misère tout le temps, et je trouve la musique accompagne très bien ce côté-là en fait. Oui, parce que pertinent, quoi. The Witcher, pour en parler très brièvement, en gros on a un Witcher, donc un sorceleur. Donc en fait c'est des sortes d'êtres humains qui ont pris qui ont muté avec certaines potions et qui sont spécialisés dans la chasse de monstres, et donc ils sont assez mal vus dans l'univers, et qui sont payés en fait pour régler des problèmes, ou je sais pas, par exemple tu vas avoir une créature fantaisiste, un monstre dans une forêt qui ravage les champs, des trucs comme ça, ils vont payer les Witchers pour un peu régler ce genre de problème. Et donc on parcourt dans le troisième jeu, on parcourt du coup un monde qui est en proie à une guerre entre le Nilfgaard et la Redania. Ouais, les royaumes du Nord plus généralement. C'est une invasion en fait. D'accord. Ça fait très. Concrètement, faut aussi penser que Sapkowski, mais il est né en 48, ça reste un Polonais. Donc forcément, il y a cette espèce de lien avec la Seconde Guerre mondiale, et plus loin, pas les Allemands, les Romains. Et les Nilfgaardiens, ils ont ce côté. Très empirique, très dur, quoi, très aussi, empire belliqueux, qui veut son espace vital pour son peuple, et c'est très proche de ce qu'on a pu voir en Allemagne. Oui, il y a un truc d'assimilation aussi, où ils veulent vraiment conquérir. Il y a toute une question de race en fait, parce que les Nilfgaardiens ils descendent des elfes, et les humains ont plus ou moins exterminé les elfes quelques siècles avant, et donc il y a cette espèce de double racisme que tu retrouves dans certaines problématiques pendant la guerre qu'on a eue au XXe siècle, et c'est assez fort du coup, c'est assez intéressant. Donc c'est vraiment le royaume du Nord contre le royaume du Sud qui les envahit, quoi. Ok, et oui, effectivement, du coup nous on se retrouve un petit peu là-dedans, sur certaines zones, on va en parler un petit peu, qui sont jonchées où la guerre est passée par là, quoi. C'est assez triste. On est après, ouais, ça on va y revenir un petit peu après. Je propose qu'on s'écoute dans un premier temps du coup l'extrait numéro 1, du coup, qui est une musique de Percival, donc qui est sortie absolument en dehors du jeu, en fait, sur un album, je sais plus quel est le nom de l'album, donc le morceau s'appelle Dve Nevesti, c'est l'extrait numéro 1.
voilà, donc ça c'est un petit peu l'ambiance du coup de Percival. Est-ce que ils produisent comme genre musical en général, donc oui, très folk, très emprunt à tout ce qui est tout ce qu'on peut imaginer en tout cas de la musique comme elle a pu exister. Très inspiré de musique folklorique slave en fait. Il y a un reportage qui traîne sur YouTube justement sur la création de la musique du jeu et sur le groupe. Il y a vraiment une espèce de recherche qui est faite sur les instruments qui sont utilisés, notamment des lyres, des tambours qu'on a entendus là, et sur une façon de chanter qui s'appelle une voix blanche. D'accord. Qui est qu'on va entendre après dans les morceaux, dans les autres morceaux, qui est une espèce de mix entre du chant et un cri. Oui. Et en fait, c'est typiquement un chant slave en fait qui est utilisé dans les chansons traditionnelles. Ok, d'accord. Et ça donne ce côté très je sais pas trop comment expliquer, médiéval. Oui. Très côté un petit peu aussi viking en fait. Ouais, et puis brut un petit peu aussi. Et oui, donc tu parlais un peu des instruments. On a aussi qu'on retrouve pas mal dans Percival et du coup dans la composition originale de The Witcher. Il y a le kemenç qui est une lyre des Balkans, du coup qu'on retrouve pas mal en Arménie, en Grèce, en Turquie. Il y a le saz aussi qui est un luth à manche longue, donc qui est très présent en Iran, en Irak, en Crimée. Et donc c'est assez chouette parce qu'en fait je trouve c'est assez il y a des moments où ça sonne très il y a une sonorité, des textures qui sont assez orientales en fait musicalement parlant, et du coup ça fait un mélange vraiment très cool. Et donc là on peut s'écouter du coup une des musiques du jeu, donc qui s'appelle Silvers for Monsters, c'est l'extrait 2, et donc ça c'est une musique de combat et on reconnaît vraiment l'identité musicale de Percival dedans. C'est l'extrait numéro 2. Voilà, cette fameuse musique qui est presque genre reprise dans plein de mèmes et tout, parce que tu te promènes tranquille et tout d'un coup. On avait vu pas mal la dernière, on avait vu même carrément ça la dernière émission. On a parlé comment est-ce qu'on compose de la musique pour un jeu vidéo, comment est-ce qu'on la crée. Et du coup, dans The Witcher, on rentre vraiment dans ces thèmes d'exploration et on rentre en phase de combat. Il y a une musique de combat qui arrive par-dessus. Et on n'est pas du... Ouais, tu voulais dire un truc. Et pour le coup, je trouve que celle-là, des fois, elle est un peu trop épique. C'est vrai. T'as autant cette musique, il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'une seule pour tous les combats, mais autant tu rencontres un énorme ogre qui fait 10 fois ta taille, il y a un truc vachement épique, autant tu rencontres une troupe de loups alors que t'es niveau max et que tu les zigouilles, il y a un truc qui fonctionne pas trop, mais je m'étais fait cette réflexion là des fois où mais je pense trop d'épicness quoi. C'est pour ça qu'elle est aussi iconique, c'est parce qu'elle est vraiment enfin t'avais plein de vidéos un peu parodiques où je sais pas, tout d'un coup il se bat contre un tout petit gnome et puis tout d'un coup du coup t'as quelqu'un dans le buisson qui crie là et donc c'était mais donc on peut bien voir du coup ce que tu disais en fait avec le chant très le chant qui est un peu crié, avec un peu scandé. Et il y a aussi cette utilisation, je m'étais pas fait la remarque, enfin j'avais pas fait le lien quand j'y jouais, mais en fait tous les sons, notamment de cette musique-là, mais toutes celles du jeu, en fait ils ont enregistré extrêmement près du micro, pour entendre le bruit métallique des cordes, pour rendre un côté encore plus médiéval, rustique, tu vois. Et je trouve que ça rend vraiment bien, même cette musique-là. Tout de suite j'ai des images d'exploration tout à fait, tu te balades et tu tombes sur un dragon alors que t'es niveau 1 et justement en parlant d'exploration on va y venir parce qu'on va parler un petit peu, on va un peu déconstruire le jeu dans ses différentes phases
où en fait on a une zone de départ qu'on va pas traiter parce que c'est pas ultra pertinent de le faire sur un format aussi court d'1 heure, mais on a en gros à peu près 3 explorations majoritaires dans le jeu, sans compter le contenu additionnel. Donc on a Velen dont on va écouter un peu les morceaux et en parler, qui est une zone, je sais pas, toi c'était quoi ton ressenti, Coco, sur Velen? Comment tu présenterais cette zone-là? Velen, c'est un peu, c'est une province quoi en fait. Tu sens que t'es loin des grandes villes en fait. Il y a un truc très très paysan, un peu loin de tout, ville sans histoire en fait, et tu tombes sur un espèce de petit seigneur en fait quoi, c'est très parisien ce que tu dis. Un gros seigneur même. Oui, t'as un seigneur, le baron. Le baron, voilà, en fait c'est un peu le baron du. Je connais pas les termes entre duc, baron, tout ça. Moi mais non en plus. tout cas. Très. Bon, après, le monde est quand même très superstitieux de manière générale, dans le sens. Et ésotérique, qui est dû aussi au fait qu'il y a plein de monstres et tout, quoi. En fait, il y a un peu ce truc. J'en profite parce que hier, j'étais à Confluence sur l'expo sur la magie, là. Et ça parle beaucoup de tout ce qui est ritualiste, etc. Et c'est vrai que je pense que ça a été un peu important de le faire parce que. Par exemple en Europe, en fait, la christianisation de l'Europe a annihilé un petit peu tout type de religion polythéiste qu'il y avait autour, et donc il y a eu une perte complète de toute cette culture assez ritualiste que on peut retrouver en fait vachement dans l'univers de The Witcher, et notamment dans Velen, qui est une région sur laquelle la guerre est passée, et c'est la misère quoi. Tout est transformé en boue en fait parce qu'il y a eu des batailles. C'est très marécageux. Au-delà de ça, c'est une région qui est. J'ai un peu traîné sur le wiki hier. C'est une région qui est de base marécageuse et qui a peu de ressources naturelles. Donc c'est des gens qui sont déjà pauvres, et en plus ils resubissent la guerre derrière, ce qui donne cette espèce d'aspect. C'est un no man's land en fait, c'est vraiment désolé, c'est dangereux, c'est vide, il n'y a personne, et la musique, elle est pareille quoi. Et puis on peut justement se l'écouter, extrait numéro 3, donc qui est sobrement intitulé Velen comme thème, c'est le thème d'exploration du coup de cette zone là. Désolé, on était en train de discuter, je vous ai coupé là. C'est vrai que ça passe vite, il reste déjà 40 minutes. C'est toi le maître du temps. Donc voilà, donc un thème très morne en fait, quelque chose de morbide, d'assez latent. Sans espoir. Ouais, voilà, sans espoir, qui part vraiment jamais. Et il y a quand même certaines, on retrouve du coup des instruments traditionnels du coup qu'on a pu entendre avec Percival cette fois, qui sont nous en cordes, qui vont pas être joués en cordes, j'ai un trou au niveau du terme. En tout cas, elles sont plus frottées avec un archet, et du coup ça donne un côté un peu plus lancinant, et c'est vrai que du coup ça nous plonge vraiment dans une ambiance qui est assez froide quoi. C'est là que je trouve le jeu très intéressant. C'est quelque chose sur lequel j'ai pas mal insisté aujourd'hui. C'est qu'il y a vraiment un travail de... Donc nous en musicologie on appelle ça de la figuration ou du figuralisme.
où t'as vraiment l'impression de voir en fait, ce qui se passe à l'écran, tu le vois dans la musique. J'aurai un exemple bien plus pertinent après sur Skellige. Mais là, c'est morne, il n'y a pas grand monde. Tu fais pas grand chose, au final tu cours dans des marais jusqu'à ce que tu tombes chez le baron. Et la mélodie elle est un peu comme ça, tu vois, elle est lancinante, le tempo il est assez lent, il y a très peu d'instruments, il y a quelques cordes et un petit peu de percus, et alors qu'on va voir après, pour notamment Novigrad il y a beaucoup plus de choses. Tout à fait. Et en fait ça colle vraiment, en fait t'as l'impression que la musique elle est dans le jeu en fait, que tu ressens avec le son ce qui se passe en plus du sound design, et je trouve que ça rend la bande son super intéressante et super prenante, notamment pour l'exploration où c'est toujours c'est des boucles, hein, mais et c'est pour ça que c'est une OST qui me parle particulièrement. Et en plus, j'y avais pas vraiment fait attention, mais justement c'est là que c'est fort, c'est qu'en fait elle te lasse jamais vraiment ces musiques d'exploration. Moi j'y ai joué, c'est un jeu qui est très long, j'ai dû y jouer peut-être 120 heures, un truc comme ça, même plus. Et en fait, t'es jamais vraiment lassé des musiques. Parce qu'elle est vraiment. C'est pas du tout le cas de tous les jeux, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment de la musique un peu d'ascenseur, mais bon, de chant du coup. Oui, tu vois, de marécage. Musique de cheval. Mais en fait, c'est de la musique c'est une mélodie simple, mais où il se passe suffisamment de choses pour que tu l'entendes, mais pas assez pour que tu t'ennuies ou pour que tu sentes une répétition ou une boucle, tu vois. Et c'est assez fort. Sur le travail qu'ils ont fait, beaucoup, ce qu'ils expliquaient justement, c'est que c'est beaucoup d'improvisation. Et en fait, t'as l'impression que la musique elle évolue avec toi à travers les décors du jeu. Oui, alors qu'au final, c'est pas le cas parce qu'on a vu ça la dernière fois. Techniquement, c'est pas le cas, c'est ça. Ouais, voilà. En fait, on a parlé un peu sur la Crypto sonore numéro 3, du coup, des techniques justement d'implémentation musicale dans un jeu vidéo, parce qu'il y a toute cette notion d'interactivité. Et on peut faire en sorte par exemple, si on se rapproche d'un marais, qui est certains instruments qui vont remonter plus que d'autres, si on s'approche d'une montagne ou d'une forêt, ça va être un peu différent. Et là, c'est pas le cas du tout, quoi. Juste la musique, elle est lancée. Et elle se termine. Je me souviens plus s'il y a vraiment des moments sans musique ou si elle est constamment là. C'est ce que je me demandais. Justement, en fait, moi je pense qu'il y a des moments sans musique parce que. Ouais, je crois qu'il y a. Moi j'ai des souvenirs d'entendre juste les bruits de pas en fait du personnage, les ambiances sonores, les bruits de cheveux, des sabots. Les bruits d'ablette. Ce qui fait partie de du sound design aussi. Hein. Oui, tout à fait, oui. C'est vrai que le sound design est assez travaillé. C'est très vivant. Ouais, je me souviens qu'on a vraiment cette omniprésence aussi de corbeaux, mais en fait, on est dans un univers qui est tellement, comment dire, il faut qu'on le sente vraiment vivant, et c'est là le travail de sound design est très très intéressant. Il est très précis. Ils ont même, alors moi je m'en étais pas rendu compte, mais par exemple, il prend l'exemple du bruit des rivières, donc Stravinsky. Il explique qu'en fait le son de la rivière, un jour de soleil, ça va pas être le même qu'un jour de tempête. Ah bah oui, et qu'en fait, il y a toute la bande son qui évolue, qui vit sans toi en fait. Et c'est tellement utile pour l'immersion. Ah bah oui, clairement. Ça rend le jeu vivant en fait. T'as vraiment l'impression d'y être. Et puis un son qui est bien fait, c'est un son dont on se rend pas compte. Et en fait, tout le travail qu'il y a derrière, ça nous paraît du coup tout à fait naturel. Alors que un son qui va être, je sais pas, par exemple, il y a de la grosse pluie, t'as des crues dans la rivière, s'il y a le même son d'eau très calme, tu vas te dire il y a un problème. Ouais, mais c'est un truc que tu penses pas en tant que joueur, tu vois. Mais ça semble logique en fait. Et donc voilà un petit peu pour Velen. On disait que donc il y avait 3 un peu axes principaux, et donc on va parler de la suite. À part si vous avez quelque chose à rajouter sur Velen. Pas spécialement. D'accord. Et on va parler du coup de un peu quand tu sors de, je pense l'arc Velen c'est bien 20 heures de jeu. Ouais, il est très long, il est très long. C'est un tiers à peu près, que j'ai l'impression que c'est plutôt bien équilibré. C'est plus ou moins un tiers de jeu. Ouais. C'est ça. Et du coup là en fait tu te retrouves après parce qu'en fait tu joues Gérald qui essaie de retrouver sa fille adoptive qui est poursuivie par des méchants. La chasse sauvage, qui est le nom du jeu. La descente, une référence au cavalier de l'Apocalypse un peu. Oui, il y a un peu de ça. Je sais plus de ce que ça s'inspire, mais il y a ce côté-là. Ils annoncent des mauvaises choses. Annoncent une sorte d'apocalypse en fait. Ouais, c'est ça. Et ils ont besoin du coup de Ciri, un peu la fille adoptive de Gérald, pour qui est une élue. Oui, voilà. Et
c'est ça qui a des pouvoirs assez particuliers et ils en ont besoin pour. Qui voyage dans le temps et dans l'espace d'ailleurs. Ouais, tout à fait, ouais, c'est vrai. Et donc, en fait, pour essayer de la retrouver, on se retrouve à un moment arrivé, du coup, un peu dans la capitale, quoi, du coin où on se trouve, qui s'appelle Novigrad. Et là, du coup, c'est vraiment un moment du jeu que j'ai bien aimé parce qu'on se retrouve beaucoup plus dans une intrigue politique avec des personnages assez forts, genre Dijkstra. On retrouve du coup aussi une comparse de Gérald qui est Triss, du coup, qui est une sorcière et qui va l'aider, du coup, à retrouver Ciri. Et Novigrad, il y a vraiment ce côté où les castes sociales sont genre hyper marquées, avec d'une part un côté de la ville qui est très 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 pauvre et de l'autre part très très riche, mais il n'y a pas vraiment d'entre-deux, quoi. Et il y a un peu aussi toute cette thématique de chasse aux sorcières, du coup, dans le jeu avec Radovid, je crois, le roi Radovid. Le roi de Redanie, je crois. Carrément de la Redanie, quoi. Oui. Et donc, on peut écouter, on va passer l'extrait numéro 5 qui est encore Vélène, elle est directement sur le 6, du coup, qui est une musique quand on arrive à Novigrad et qu'on découvre quelque chose de beaucoup plus, même les alentours sont beaucoup plus verdoyants, puis on arrive et là c'est ultra vivant et on a ce genre de musique, du coup, qui est extrait numéro 6. Voilà, donc on est sur quelque chose de quand même un peu plus chaleureux, coloré, plus vivant. Et cette musique, en fait, elle a presque un côté intradiégétique, quoi, en fait. Bah ouais, c'est troubadouresque, c'est ça que t'as dit. Ouais, bah vraiment ce côté-là, du coup, en fait, intradiégétique ou extradiégétique, c'est une musique qui va se jouer, par exemple, un groupe de musique sur la place du village qui va jouer, bah du coup et qu'on voit ça, on est témoin de ça, c'est une musique qui est intradiégétique, qui se situe dans l'univers et que le personnage que l'on incarne entend, ou l'acteur ou l'actrice entend sur un film. Et extradiégétique, du coup, c'est quand il y a que nous en tant que spectateurs, spectatrices ou joueuses qu'on découvre, enfin qu'on entend. Donc on a presque l'impression en fait qu'elle est jouée par des troubadours du coup au coin de la rue, et en fait ça c'est vraiment l'effet Percival, quoi. Le groupe qui joue ça, on en avait parlé un petit peu de ce côté musique médiévale et tout. Il y a effectivement ce côté Novigrad, c'est une ville, donc les maisons sont en briques, là où Vélène c'est quand même plutôt des maisons en ruine, en bois, de la terre. C'est une ville plus riche, il y a plus de gens, et il y a aussi plus de peuples, parce qu'il y a les humains qui vivent là, mais il y a des gnomes, il y a des nains, il y a des magiciennes, des machins, des trucs. Il y a des elfes qui sont cachés aussi, du coup. Et en fait, c'est intéressant parce que du coup, là où Vélène, c'est très slave comme musique, c'est très stéréotypé, et on va voir que Skellige, ça l'est aussi. Novigrad, en fait, il y a ce mélange d'influences qui rappelle immédiatement justement ce mélange de culture qui est assez intéressant. Et je savais pas, en m'enseignant, j'ai vu que plein de gens faisaient la remarque, mais apparemment tous les quartiers de Novigrad n'ont pas la même musique exactement. Oui, il me semble qu'il y a... On a vu la taille de la ville. Et elle évolue selon les lieux de la ville dans lesquels tu te balades, et je m'étais pas rendu compte dans le jeu. Puis après, c'est assez intéressant, enfin c'est assez fort comme...
Ouais, carrément. Du coup, là, on est sur une interactivité du coup qui est un peu plus poussée. Ouais. Il y a aussi du coup la musique de Novigrad la nuit, elle est plus calme, plus Elle tranquille, change, il y a moins de gens dans les l'instrumentation rues. Ouais, elle va avec la ville, avec le rythme Ouais, de il la y a ville, effectivement vraiment ce côté, la musique suit la vie, en fait. Et c'est en ça qu'elle est intradégétique. Oui. C'est que, au-delà d'avoir l'impression d'entendre des musiciens qui changent au final selon les quartiers, elle change selon la vie, des choses qui se passent dans la ville. Et je trouve ça. Et en parlant de vie dans la ville, je sais pas vous, mais moi j'ai encore à l'heure actuelle, alors que ça fait 7 ans qu'il est sorti, je crois, The Witcher. En 2015, ouais. Ouais, voilà, 7 ans, 8 ans maintenant. Et j'ai encore rarement vu, je me suis jamais retrouvé dans une ville, dans un jeu, et j'ai jamais senti autant de réel, de concret, de vie autour de moi quand je joue quelque part, parce que c'est super fort Novigrad. Tu sens vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe, que les personnages non joueurs, les PNJ ont leur vie, leur cycle journalier, tout ça, tout à fait. Et les dialogues aussi, les interactions avec des personnages. Ouais, Red Dead Redemption 2 le fait, mais avec des villes à moindre échelle aussi. Je l'ai pas fait. Oui, tout à fait. Là encore. Mais c'est vrai que pareil, il y a ce truc en fait où si on suit un personnage non joueur, il se lève le matin, il va chier, après il va au boulot, il mange le midi, ensuite le soir, l'après-midi il va au champ, le soir il va en taverne, et ensuite il va se coucher, genre il retourne chez lui. Et du coup, tu le suis, et en fait, il y a plein de... Parce que c'est un détail qui me fait rire, parce que il y a plein de fois où j'arrive à Novigrad pour réparer mes armes la nuit, sauf que le forgeron, il dort. Oui, c'est vrai. Tu le réveilles, normal. Du coup, le PNJ, il est plus là, le marchand, il est plus là. Et bon, je suis sur le moment, quoi. Mais... Tu vas taper sur sa porte. Ouais, moi, des fois, je les réveille. Hein. Tu peux les réveiller. Ouais. Ah, moi, je médite et j'attends, mais... Tu les respectes un peu plus, quoi. Bah ouais. C'est ça. Alors que Coco, il respecte pas les travailleurs et les travailleuses. Pour le coup, je dirais que Red Dead Redemption 2 pousse le truc encore plus loin dans la journée type d'un personnage non joueur. Oui. Après, c'est impressionnant. Ça grouille peut-être moins aussi. Ça grouille moins. Il y a quand même un écart. Quasiment tout le monde était sûr qu'ils aient une journée. Je sais pas fait. Puis il y a un gros écart technique aussi de quelques années quand même. Oui, il y a des années, complètement. Et puis la taille de l'équipe aussi, c'est pas du tout les mêmes entreprises. Clairement. Oui, puis de toute façon, dans les deux cas, ça crunch et les développeurs et développeuses sont dans la sauce à bosser 100 heures par semaine. Problème, ça, c'est un autre gros problème du jeu vidéo. Je pense qu'on fera une émission spécialement pour en parler. Et donc voilà, et puis on peut s'écouter une autre petite musique de Novigrad. Je propose qu'on peut écouter une musique qui est dans une taverne, par exemple, pour illustrer tous les propos qu'on avait, etc. Donc ce serait l'extrait numéro 8. Partie de Gwent. Ouais. Non, Coco, c'est pas celle qui fait. La flûte d'école enchantée. Donc là on a encore plus. Donc ça, par contre, dans le jeu, on est vraiment du coup dans de la musique intradiégétique. On se retrouve là, je crois que c'est le Passiflore, la taverne où il y a Jasquier et puis. C'est possible. La taverne de la débauche. Oui, et tout à fait. Et il y a du coup il y a un groupe en fait qui est sur scène, qui joue et. H24. Ouais, c'est vrai que. Écoute, faut bien faire 16 heures. C'est un peu des conditions de travail horribles, les personnages non joueurs dans les jeux vidéo.
Et donc ouais, en fait, on arrive à côté de ça. Puis ça, c'est genre vraiment quelque chose qui est, je trouve, très important d'avoir de la musique. Bon, pas tous les jeux le permettent, mais en tout cas dans les jeux comme ça qui sont Heroic Fantasy avec quelque chose de très médiéval, c'est cool d'avoir ce genre de petits groupes. Ça met sur un orchestre. Oui. Et je viens de repenser à un truc pendant que t'expliquais ça là. Mais il y a un passage dans le jeu où tu vas voir une amie de Jasquier qui chante une chanson. Priscilla, ouais. Ouais. Et ben cette chanson, et ça je trouve ça sur le moment je trouve que c'est un moment important du jeu parce que la chanson est intradigétique et en plus elle te donne des indices sur le lore des bouquins pour pas que tu sois perdu dans le jeu en fait. Et bon, voilà, c'était juste une remarque que je voulais ajouter. C'est vrai que c'est une manière assez chouette. Ça rend cohérent le truc en fait, Ouais, parce que du coup tout se suit, enfin les jeux suivent les livres, et ça rend là une cohérence assez forte sur l'histoire. Puis je me souviens que dans The Witcher, t'as quand même un peu tous les indices de gameplay, donc de façon de jouer, te sont donnés d'une manière cohérente. Et dans l'histoire, par exemple, t'as un peu une sorte de maître, je sais plus comment il s'appelle. Vézémir. Ouais, t'as Vézémir qui va te dire. Le tutoriel est intradigétique. Ouais, voilà. En fait, où il va te rappeler que ton épée en argent c'est pour taper des monstres et ton épée en fer c'est pour taper des êtres humains, quoi. Et t'es pas là sur un jeu où le PNJ, il y a le 4e mur qui explose au bout de 2 minutes, où il te dit appuie sur X pour sauter. T'es là en mode quoi? Pourquoi tu me racontes ça? C'est un effort qui est mis et qui participe au fait que ce soit un bon jeu aussi, en fait, comme énormément de petits efforts dans ce jeu. Et qui s'inscrit dans l'histoire en plus. Tout à fait. Trop grave. Et le jeu qui a vraiment développé ça, c'est Half-Life, premier du nom, qui est un des jeux qui a imposé un peu le fait que on va raconter les choses d'une manière cohérente et scénaristique, comment jouer, plutôt que d'avoir des trucs... Un gros panneau avec les touches, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ils sont pas... Donc voilà, je sais pas si vous avez encore d'autres petites choses à raconter sur Novigrad. Qu'est-ce que c'était votre ressenti là-dessus? En tout cas, ouais, c'est vraiment vraiment la grosse ville dans laquelle il y a un port. Il y a beaucoup de choses à faire quand même. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de commerce. On y retourne aussi plusieurs fois. Ouais, beaucoup. Et on est beaucoup moins dans cette phase de combat qu'on a pu avoir sur Velen, on se tape tout le temps. Là, on est beaucoup plus sur des enquêtes. Des enquêtes, des intrigues politiques. Qui tombent dessus au final, un peu au hasard. Tu rentres dans une taverne, t'as un personnage qui te parle et puis tu vas sur une enquête. C'est un peu la vie de Gérald, quoi. Oui, c'est ça, ouais, tu vas t'immerger dans la vie du sorceleur, quoi. Et puis oui, c'est vrai que quand t'es à Velen, par exemple, et que en fait tu fais souvent dans le jeu, t'es amené en quête secondaire à faire des contrats de chasse de monstres, quoi. Et donc t'as souvent des gros trolls ou des dragons. Ouais, ou des dragons quand t'es un peu plus du coup dans des zones où il y a de la forêt, etc. Et en fait, les monstres que tu te retrouves à chasser du coup dans Novigrad, c'est beaucoup plus... en fait, c'est des êtres humains qui sont pas acceptés beaucoup. Par exemple, t'as des vampires, tu vois, genre qui vont... je me souviens qu'il y a une quête comme ça où il y a... En fait, il y a eu un mort quelque part, ensuite une deuxième personne qui est morte le lendemain, le surlendemain une troisième, et du coup tu essaies un peu de remonter, c'est tout le temps le même mode opératoire. Du coup t'enquêtes un peu là-dessus, et à la fin en fait tu te rends compte que c'est une vampire qui fait ça mais à contre-cœur, parce que sinon en fait juste elle va mourir. Et t'as le choix par exemple, tu vois, genre de... Ça c'est un jeu qui te donne beaucoup de choix. Choix moraux, ouais. J'aime beaucoup ces choix-là. T'as des espèces d'histoires d'amour humain, monstre. Oui. Tu peux choisir de la tuer, je pense. Donc, il y a une succube dans Novigrad. Oui, voilà. Oui, et à Skellige, il y a une satyre. Je sais plus, bref. Et c'est des problématiques qui sont beaucoup posées dans le livre. Ouais, dans les livres, c'est vraiment tout. Qui est un monstre, qui ne l'est pas. Est-ce qu'un humain peut être un monstre, dans quelle mesure, à quel moment le sorceleur considère que c'est un monstre. La plupart du temps c'est s'il est intelligent, donc s'il lui parle il le tue pas. Alors que tu vois, la satyre en fait elle a juste des sabots et elle vit sa vie tranquille, sauf que t'as des villageois qui vont te dire faut la tuer. Oui, c'est ça. Ça pose aussi des questions de racisme. Oui, tout à fait. C'est assez profond mine de rien comme jeu, je trouve.
sur ces questions-là, un peu politiques, un peu sociales. Ouais, mais ces concepts-là, ils sont vraiment posés dans le livre. Et ouais, dans le livre, ouais, tourne autour de ça, de l'histoire. Le sorceleur, il vient en racisme le moindre mal, quoi. en fait, quoi. Enfin, dès que tu marches dans Novigrad, tu te fais cracher dessus, quoi. Enfin... Ouais. Oui, il y a un espèce de truc un peu... Et tu peux pas les tuer. Tu peux pas leur répondre. Non. C'est vrai que les villageois, les PNJ, tu peux pas, oui. Parce que je sais que dans les livres, ils refusent de répondre à ça. Ok. Ah, si, tu vois. Okay, et ça pose plein de questions de savoir si toi t'es un monstre, à quel niveau. Est-ce que, et pourquoi t'as été créé aussi. Enfin, en fait, certains personnages où tu te dis, certains membres de gang là, tu te dis bon bah, est-ce que ce serait pas toi le monstre et tout. Enfin, il y a vraiment ces problématiques qui sont. Je pensais pas que c'était possible. Enfin, ça m'a surpris que ce soit aussi bien rendu dans le jeu et que ça soit subtil en fait. Que ce soit pas vraiment on te le met devant le nez en mode regarde ce que j'ai fait. Ouais, de toute façon, l'histoire est complexe. C'est pas, les choses sont pas si simples qu'elles n'y paraissent aussi, quoi. Complètement. Et moi, je propose du coup qu'on aborde du coup un peu la troisième grande phase du coup grande zone, que nous offre ce jeu, donc qui s'appelle Skellige, donc qui est un ensemble, c'est un archipel. C'est un archipel, ouais. Un ensemble d'îles, et donc là, on est vraiment sur une inspiration beaucoup plus nordique, scandinave, Irlande, Écosse aussi, ouais. Pas mal, notamment dans la musique. Donc ouais, c'est vraiment un fief de différents clans qui ont les mêmes traditions depuis des lustres et en fait qui sont très neutres par rapport à ce qui se passe sur un peu le continent, quoi, et qui ont leurs problématiques, leurs thématiques. Et du coup, en fait, un peu toutes les intrigues qu'on a vues avant, elles sont un peu balayées pendant un temps, et en fait, on est, je trouve, on rentre un peu dans une bulle quand on y arrive. On y va du coup dans le but parce qu'on suit du coup toujours les traces de la fille adoptive de Ciri. Et donc ouais, on arrive là-bas, en fait, on se retrouve, on prend un bateau depuis Novigrad, et en fait il y a une tempête et on se retrouve échoué sur la plage. Et donc là on a une musique du coup qui débute et qui vraiment marque quelque chose d'assez fort et de très décisif sur une ambiance qui est radicalement différente. Parce qu'il y a un truc de très fort, c'est presque un jeu dans un jeu, quoi. Genre en fait t'arrives dans le jeu, tu pensais que c'était un peu ça, et bim, t'arrives presque dans un deuxième jeu, tellement la zone est énorme. Tout à fait. Ouais, tu repars à place zéro dans cette zone. Histoire, quoi, ouais. Donc je propose qu'on écoute du coup donc, The Fields of Art Skellige, c'est l'extrait numéro 10. Bon. Non, je disais que ouais, il nous reste 10 minutes, qu'à la 55. On décampe et je prépare un petit outro pour la fin. Voilà, on gère nos problématiques d'émission. Du coup, ouais, c'est une musique qui est beaucoup plus ambiante. Alors, il y a eu un petit cafouillage, c'est moi qui ai fait des bêtises. Donc au début on a entendu, c'était du coup pas The Field of Art Skellige, c'est pas la première musique qu'on entend, mais c'est aussi une musique du coup qui est présente sur l'île, qui est très ambiante avec des pads en fait, et genre vraiment on est beaucoup plus loin de, sur certaines musiques du Skellige, on est loin de ces instruments traditionnels, on est sur quelque chose de beaucoup plus étiré, beaucoup plus ambiante, beaucoup plus moderne au final. Et donc là le morceau qu'on a entendu après, donc The Field of Art Skellige,
on s'est arrêté un peu avant, mais il y a aussi une voix après qui arrive. Oui, mais voilà, c'est quoi votre ressenti un peu par rapport à cette musique? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je la trouve très marquante parce qu'on change complètement d'ambiance, on change complètement de lieu, et donc on change complètement d'inspiration de la musique. On n'est plus dans le monde slave là, on est vraiment Écosse, Irlande. T'écoutes de la musique écossaise traditionnelle, ça sonne comme ça quoi. Et moi j'aime beaucoup, il y a beaucoup plus de... Comment dire? Il y a beaucoup plus de cordes. Oui. C'est des mélodies qui sont beaucoup plus aériennes et qui sont un peu plus contemplatives parce qu'évidemment, Skellige, il y a des montagnes partout. Tu te balades surtout en bateau. Et ouais, c'est la musique que je préfère dans le jeu. Oui. Enfin, c'est l'ambiance, enfin, Skellige en général. Ouais, Il y a un côté doux en fait, il y a un côté hors du temps, comme disait Coco hors antenne. C'est que il y a d'autres intrigues. C'est presque un jeu dans le jeu. Oui. Et donc t'as d'autres problématiques du jeu, t'as d'autres lieux, mais aussi d'autres façons de te battre, t'as d'autres monstres et d'autres musiques. Et c'est la musique que je préfère, et il y a une raison à ça, qui est vraiment parce que j'aime bien les détails inutiles. C'est que là, ce qu'on vient d'entendre, la Fields of Skellige, il y a une voix normalement, oui, et elle fait un truc que j'adore, elle fait un figuralisme. C'est-à-dire que dans les paroles, il y a 5 phrases qui racontent en gros les paroles. C'est plus ou moins toi mon marin, je t'attends et je regarde. Voilà, c'est ça, oui. Exactement là. Et donc elle parle de, donc c'est du point de vue de la chanteuse qui en gros chante j'imagine son compagnon marin qui voyage et donc qui part en bateau. Et il y a une phrase, enfin un mot, alors je ne sais pas comment vraiment le prononcer parce que c'est de l'écossais, mais c'est On Knock, donc O-N plus loin C-H-N-O-C, et ça veut dire sur la colline. D'accord. Et en fait c'est à ce moment-là où elle monte dans les aigus, et en fait la mélodie dessine la montagne en fait. Ok, d'accord. Et ça, je trouve ça... C'est super classe. Ouais, c'est super classe, et c'est vraiment ce qui me fait aimer la musique, tu vois. Oui. Et à chaque fois que j'écoute ça, j'ai un frisson en mode... Putain, mais je la vois, la personne qui est sur son caillou, sur son île, et qui regarde tous ses potes se barrer en bateau pour la guerre, tu vois. Oui. Voilà. Puis c'est vrai que, du coup, en parlant de bateau, en fait, dans Skellige, t'as une exploration qui est plus... comment dire, qui est plus lente, en fait, parce que sur les autres... Novigrad, du coup, il y en a de partout. Velen, t'es tout le temps sur ton cheval, qui va super vite, en vrai. Le voyage est plus... Ouais, il est plus tranquille. Plus en tranquille, fait, du coup, c'est un rassemblement d'îlots. C'est vraiment, t'es dans une archipel, quoi, un archipel. Et donc, t'as plein de phases, en fait, où tu te retrouves sur ton bateau qui va pas très très vite. Au milieu de rien, en plus. Ouais, au milieu de rien. Et donc, t'as des musiques, qui sont, qui accompagnent beaucoup plus cette activité-là que t'es en train de faire. Et donc plus de solitude aussi, quoi. Ouais, carrément. Mais qui est pas la même que Velen, tu vois. Velen, t'es seul parce que c'est après la guerre, tout le monde est pauvre, tout le monde est mort. Même si tu croises plein de gens, tu croises quand même moins de gens à Skellige. C'est pas agréable, Velen. Ouais. Skellige, t'as vraiment envie d'y rester, quoi. Skellige, il y a une jolie randonnée. Ouais, c'est ça, en fait. C'est une randonnée, c'est que c'est très montagneux. Et en fait, il y a... t'es seul, mais par exemple, il y a énormément de chèvres, là. Il y a des... Oui, il y a des animaux partout. Oui, il y a des animaux qui sont partout. D'ailleurs pas les mêmes que sur le continent. Oui. Et ça m'a émerveillé sur des chèvres. C'est plus des chamois, en fait, du coup, qu'il y a, oui, si je dis pas de bêtises. Tu vois ce que je veux dire. Oui. Il y a un nouveau bestiaire, en fait. Tu découvres vraiment un nouveau coin, et je trouve ça tellement agréable. Puis il y a aussi tout ce truc des anciennes... Enfin, t'es dans quelque chose de... Tu sens que c'est une terre qui est beaucoup plus préservée... du coup de la guerre. Spirituel aussi. Ouais, c'est plus spirituel, et t'as des trucs vraiment qui sont là depuis des millénaires et que tu dois réalimenter, genre notamment une forge qui te permet d'avoir des meilleures armures après. Et en fait, il y a toute cette ambiance là, quoi, qui est beaucoup plus, je sais pas comment dire, qui est hors du temps, quoi. Vraiment. Et rajouter à ça, il y a ce côté sentimental, parce qu'en fait, si t'as pas lu les livres, en fait, quand tu joues au jeu, tu te rends compte qu'à Skellige, en fait, Gérald il connaît plein de gens, et en fait, Ciri, elle a passé une partie de son enfance ici, donc tu re-rencontres tout un tas de gens que t'avais pas vu depuis un sacré bout de temps, ce qui n'arrive pas dans les premières zones, en fait, où tu découvres, où tu rencontres des gens pour la première fois. C'est vrai. Donc ça rajoute à ce côté sentimental, en fait. Ça. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un côté nostalgie. Et puis vu que c'est neutre dans la politique de l'univers,
bah t'as pas les ravages de la guerre, t'as pas les problématiques de dire bah j'ai le Nilfgaard qui me court après ou tel baron, tel truc. C'est reposant comme d'ailleurs c'est zone. les thématiques qui sont abordées dans les dialogues et tout, notamment dans les quêtes. Hein. D'autant plus que c'est juste avant la fin du jeu, c'est la dernière. C'est ça en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est un peu le calme avant la tempête parce que en fait t'es à 2 doigts de retrouver du coup Ciri à ce moment-là. Et bon, on se permet de spoiler un peu, ça fait quand même 8 ans que le jeu est sorti. On est ok dans les lois du spoil. Et donc en fait, c'est juste avant de retrouver Ciri. Tu fais encore quelques allers-retours à Novigrad pour régler 2-3 choses. Mais du coup, c'est un moment un peu calme. Et puis après ça part, il y a la chasse sauvage, Bim qui retrouve... t'as vraiment ce moment que j'aime beaucoup dans les jeux et qui est un petit peu aussi dans certains films ou séries. C'est que t'as vraiment la quête principale qui dit maintenant, tu vas voir tous tes potes, tu vas leur dire de venir t'aider pour la baston. Oui. Et après, tu vas au champ de bataille qui se passe plus ou moins à Skellige. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs étapes, quoi. Mais la grosse bataille de fin, quand la traque sauvage vraiment arrive en armée et que tu vas combattre Eredin. Mais il y a aussi la première phase qui est dans le château de Sorceleur, là, je sais plus comment ça s'appelle. Cette zone, mini-zone Kermoren. Incroyable. Aussi. Et bah, il y a l'invasion de ça. On peut en profiter d'écouter un peu une musique de Kermoren. Donc c'est Quentin qui avait sélectionné juste Kermoren et donc en fait c'est l'endroit où sont formés les sorceleurs. De l'école du loup. C'est vrai qu'il y a plusieurs écoles. Et en fait il y en a presque plus quoi. Ils sont 4 dans un château immense. Le château est complètement abandonné. Parce qu'ils ont subi une invasion de salamandres, je crois, ça s'appelle. C'est une espèce de secte qui ont pour but de les exterminer en fait. Et je crois que c'est l'histoire du 1. C'est l'histoire du 1, tout à fait. Et donc voilà, on peut écouter du coup ce thème. Et c'est vrai que tu avais fait cette remarque que c'est le même thème que. Alors ça, c'est un truc, on n'a pas trop le temps d'en parler, mais il y a l'utilisation des leitmotifs. Oui. Donc qui est évidemment un poncif dans la musique de film, de jeu. C'est utilisé dans Star Wars. C'est utilisé dans Le Seigneur des Anneaux, c'est utilisé depuis plus ou moins Berlioz, Wagner, Mozart. C'est le fait de mettre une mélodie sur un personnage ou une idée. Oui. Et là, le thème de Gérald de Rive, qui est celui qui ouvre le jeu dans le menu, c'est le même dans Kermoren. Du coup, il y a une espèce de lien qui est fait entre la mélodie de Gérald de Rive, elle est dans la musique qui sert de son lieu d'habitation en fait. Et puis en plus on va l'heure arrive à la fin, donc on va utiliser cette musique comme outro. Et donc voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu présent à cette émission. C'était super chouette d'en parler. Toi Quentin, t'as fait en plus t'as été en musicologie. Moi je fais des études de musicologie. Oui. Et donc ça me passionne un peu. Les OST pas tant que ça en vrai, mais celle-là particulièrement parce que je la trouve très bien faite. Et je sais qu'il y a aussi celle de Red Dead Redemption, t'en parlais tout à l'heure. Qui est faite d'une façon très particulière. On en a parlé avec de l'impro, avec beaucoup d'interactivité. Toujours dans la même clé, enfin la même note. Aussi. Et donc voilà un petit peu pour répondre à la question de pourquoi est-ce que l'OST de The Witcher a été primée et qu'est-ce qui fait qu'elle est aussi singulière. On a essayé un petit peu du coup d'englober tout ça, d'expliquer pourquoi, et c'est notamment dû à son travail déjà de recherche historique en fait autour de la musique et de manière d'accompagner le joueur, et comme on le disait sur la précédente le joueur la joueuse, comme on le disait sur la précédente émission, encore une fois là on se retrouve vraiment que la différence de composer la musique pour un jeu vidéo. Pour un film, il y a quand même des notions qui sont différentes. Oui, notamment l'interactivité. Oui, tout à fait. Voilà, musique incroyable. Écoutez, jouez à The Witcher. Oui. Jouez-y. Lisez-les même, parce que les livres sont incroyables aussi. Et très belle histoire. Écoutez-le. Écoutez-la. Et puis voilà, merci de nous avoir écoutés en tout cas. Merci à toi de faire cette émission. On souhaite une très bonne soirée à nos auditeuristes qui nous écoutent actuellement et ainsi à celles et ceux qui nous écouteront en podcast derrière. Des bisous. Au revoir.